Eh bien, vous le voyez, c'est après cette excellente soirée de pêche au calamar que nous nous retrouvons ici, au large des Alpes-Maritimes. D'ailleurs, on les a en fond d'écran derrière, hein, tout enneigé, c'est superbe. Et juste à côté, il y a une île où vit encore des moines, tu me disais. Ouais, Et reclus, c'est l'île Saint-Honorat, je crois. Exactement. Bah, écoutez, le cadre est juste superbe. Et toi, c'est ton bureau en fait. Voilà, c'est mon bureau, l'ordinateur est là, il y en a deux d'ailleurs. Fabien est guide de pêche dans la région et tous les jours, eh bien, il a le plaisir de sortir un bateau et de pouvoir guider tes clients sur cette zone. Tu es guide de pêche depuis combien d'années? Ça fait 6 ans là. 6 ans, et tu vas nous proposer une technique aujourd'hui un peu particulière puisqu'on va pêcher à la traîne, je crois. Exactement, on va pêcher en traîne lente au downrigger électrique. Downrigger. Exactement, on va utiliser un downrigger électrique. Pour le coup, c'est un crystal fishing. D'accord. Et on va essayer bien de traîner des appâts vivants. D'accord. Sur les tombants rocheux pour capturer des dentilles, des cérioles. D'accord. D'ailleurs, ces appâts, vous l'avez vu, on s'est levé très de bonne heure ce matin pour aller essayer de capturer quelques calamars pour pêcher les cérioles et les dentilles. La technique que tu nous as fait utiliser, tu peux nous en parler? En fait, je recherche donc les calamars blancs, pour le coup, avec la technique du tataki. D'accord. La recherche du calamar s'effectue en vertical, avec des petites turlutes donc, en tissu. D'accord. J'ai beaucoup plus de résultats avec des turlutes en tissu, ok, pour la petite astuce, qu'avec des turlutes en plastique. D'accord. Ce qui est surprenant, c'est la méthodologie que tu as employée pour rechercher ces calamars que j'avais jamais pratiqué moi auparavant. Il y a plusieurs façons de chercher des calamars. Effectivement, les gens, la plupart du temps, les pêchent la nuit à la traîne au poisson nageur avec des petites turlutes devant le leurre. Ça fonctionne très bien. Le matin également très tôt. Mais dès lors que le soleil se lève et commence à monter dans le ciel, les calamars, eux, vont quitter le bord pour descendre de plus en plus profond. Voilà. Et on peut les pêcher en fait toute la journée avec la technique du tataki, donc en vertical, à l'aide d'un bon sondeur bien entendu. Et d'un GPS, parce qu'il est important de savoir si on traîne sur des surfaces dures ou des surfaces molles. Ouais. Là en l'occurrence on recherche les calamars blancs sur des surfaces plutôt molles, des fonds sablo-vaseux. Et effectivement on peut les pêcher toute la journée. Oui, après moi ce qui m'a surpris c'est surtout la méthodologie que tu nous as fait utiliser par rapport à tes sondeurs. Moi j'ai trouvé que c'était assez particulier. Ouais, tout à fait. En fait je pratique pas la pêche donc, du calamar en dérive. Je choisis en fait là où je vais dropper mon montage pour vraiment tomber au milieu des bancs de calamars. D'accord. Alors les bancs de calamars, lorsqu'on les recherche au sondeur, il ne faut pas s'attendre à avoir des arcs au sondeur énormes. D'accord. En général ils sont assez près du fond, donc je les recherche entre 50 cm et 1 mètre, 2 mètres au-dessus du fond maximum. En général, on arrive à les déceler sur le sondeur parce que ça fait des espèces de vagues, comme j'ai pu te le montrer ce matin. Ouais, on a vu ça, ouais. On voit l'écho, et puis on voit les vagues successives les unes au-dessus des autres, bien une boule de mange, des petits points au-dessus qui représentent finalement les calamars en train de chasser le fourrage, tout simplement. D'ailleurs, pour ça qu'on utilise des turlutes de différents coloris, etc. Certaines ressemblent à des petits sévreaux, des petits maquereaux. Voilà, les calamars tout simplement chassent autour justement des boules de fourrage. Et le but, voilà, ça va être, comme le calamar se déplace et chasse assez doucement, ça va être de choisir, vraiment de choisir correctement l'écho et de lui présenter le leurre au plus proche de lui. Donc, oui, et puis moi, ce qui m'a encore plus surpris, c'est vraiment cette impression d'instantané dans la pêche. On naviguait assez lentement et puis d'un coup Fabien dit coule et puis là tu laisses descendre, tu arrives au fond, boum, c'est pendu, dédoublé. On s'est quand même bien amusé. Exactement. Alors si vous vous souvenez, on avait déjà eu le plaisir de pratiquer cette pêche au tataki dans des émissions précédemment, mais aussi la chance en descendant des caméras sous-marines sur le fil à la suivi des petites turlutes, on avait eu la chance d'avoir des touches en direct et ça image bien ce que tu viens de nous expliquer. Alors ces calamars, on va s'en servir d'appât pour capturer des gros prédateurs. Est-ce que tu peux maintenant nous décrire exactement les montages, le matériel et comment tu esques ces appâts? Bien sûr. Alors, ces montages, Fabien. Le montage en question.
comme je t'ai expliqué ce matin, je pêche avec donc, un montage tandem. D'accord. Donc on a un hameçon ici, pour le coup c'est un hameçon BKK, c'est un hameçon tracteur. D'accord. Alors j'ai fait une petite ligature sur l'hameçon. Il est réglable aussi. Tout à fait, c'est pour pouvoir régler en réalité la dimension eh bien, du calamar. D'accord. Voilà, un hameçon tracteur, donc quand même une ligature qui tient assez bien. Faut pas que ça coulisse trop parce que sinon si le poisson attaque par ici, bah, il se pique pas, un hameçon coulisse effectivement. Bien sûr. Et du coup j'utilise aussi la même marque, un hameçon BKK, j'aime beaucoup parce que tu as vu ils sont rouges anodisés. Eh ouais, c'est très joli. Ça fait un petit signal sang en plus. Exactement. C'est intéressant ça. Dans le calamar. Ah ouais. Et ils sont très très piquants comme tu peux le voir. Oui, tout à fait. Tu vois, ces hameçons-là, les hameçons d'accord. pour le coup. Oui, ça, ceux-là sont plus gros. Oui, alors, tu vois, regarde, ça, c'est un hameçon, comme tu peux le voir, 2-0. D'accord. Avec un hameçon terminal en 5-0. D'accord. J'ai également des 6-0, des 7-0, ça dépend vraiment de la taille du calamar. C'est ça en fait, il faut que tu t'adaptes au mieux pour que ce soit équilibré le montage. Tout à fait, c'est pour ça que je prépare toujours une dizaine, voire une douzaine de montages à l'avance. Je comprends. Pour adapter effectivement eh bien, la grosseur des calamars par rapport aux la grosseur de ton nylon que tu utilises, c'est du combien? Alors, moi je recommande en général, pour pêcher le denti ou la céréole, c'est minimum 50 livres. Ouais, 50 il faut bien ça. Au carbone. D'accord. Voilà. Maintenant, il arrive sur certains secteurs encombrés et que je monte en 70-80 livres parfois, parce qu'il y a beaucoup de roches saillantes au fond. Pour pouvoir brider et pas perdre les poissons. Voilà, je comprends. Tu as moins de chances de te faire casser sur le fond. D'accord. Voilà. Après, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de la turbidité de l'eau. Il y a des jours où l'eau va être très claire. Eh bien, les poissons vont rechigner un petit peu à taper dans du 60-80 livres. D'accord. Et on est obligé eh bien, de descendre le diamètre du fluorocarbone. Ouais, d'affiner tout ça. Là, 50 livres, on peut dire que c'est raisonnable, mais ça m'arrive de temps en temps de descendre en 40 livres, voire en 35 livres. Ah ouais, là, alors, du coup, ça fait léger. Exactement. Alors, tu as plus de touches, effectivement. Seulement, tu n'as pas le droit à l'erreur, parce que dès que le poisson est piqué, lui, il va frotter au fond. Bien sûr. Pour casser le montage. Ouais, et puis en plus, c'est peut-être des zones où tu vas pas aller rechercher les poissons dans des zones trop rocheuses, quoi. Exactement. Pour pas trop les abîmer, quoi. Exactement. Donc on peut dire que 50 livres, c'est raisonnable. Voilà. D'accord. Donc là, j'ai 500 mètres de tresse dans le moulinet. D'accord. En 60 livres. D'accord. Et j'ai ensuite un bas de ligne en fluorocarbone de 50 livres aussi. Lui fait 10 mètres. 10 mètres, tu mets. Et ensuite, je finis mon montage avec un émerillon baril, un petit baril, c'est un baril petit rolling, de puissance 50 livres. Et idem, là, je vais mettre un morceau de fluorocarbone sur lequel j'ai mis mes hameçons, 1 mètre. Ça suffit. Et alors, comment tu esques ton calamar sur ce système? Alors, je vais donc prendre un calamar et je vais te montrer ça, comment je fais. Allez. Alors, je prends mon calamar. Ouais, tiens, je te donne ton montage. Alors, je pose mon montage à côté, oui là on est pas mal. Je vais mettre donc le premier hameçon, alors j'aime bien moi le retourner, d'accord. D'accord. Je vais lui mettre l'hameçon, donc tracteur, sur la plume, le bout de la plume. Ok. Tu prends la plume qui est à l'intérieur? Oui, je traverse le calamar en entier. Ensuite, je tire un petit peu de tresse, voilà. Ouais, pour vraiment t'ajuster. Exactement. Et ensuite, j'ai positionné donc mon hameçon terminal dans une tentacule ici, au milieu entre les deux yeux. D'accord. Là, ici. Alors regarde, hop, on essaie d'être assez rapide. Moi je mets des gants, ils sont un peu pourris. Bon, c'est parce qu'ils essaient de nous mordre, alors j'aime pas tellement les manipuler. D'accord. Alors là, je lui mets là. Hop. Voilà. Et petite astuce, tu vois que j'utilise un petit morceau de gaine là. Ouais, tout à fait. Et ben ça me permet en fait de bloquer, donc je le rentre un petit peu, et ça me permet de bloquer l'hameçon, voilà. Là, il ouais, d'accord. Et là tu vois, il est camouflé, on le voit pas l'hameçon. Ouais. Je tire maintenant l'excédent de fluorocarbone. D'accord. Voilà. Là, et là, tu vois, là c'est nickel. Sympa. Alors regarde, hop, c'est présenté. Il nage comme ça et en fait voilà, tout là, est dessous. Tu vois, regarde, magnifique. Voilà. Donc là maintenant, bien, j'ai monté les hameçons, il n'y a plus qu'à le mettre dans le vivier, à déplacer le bateau. Ah oui, parce qu'en fait, le temps de préparer, on a dérivé. Ah oui. Et ton point, comme ton point est assez précis quand même, allez, on y va. Allez, c'est parti. Et on se met en pêche. Allez, et on juste après. En avant.
Ok. On est bon. C'est parti. Hop. Allez, on va le mettre dans l'eau. Allez. En avant. Vas-y, installe-toi. Attends, je passe de ce côté, mon poulet. Là, tu vas installer un plomb à combien de distance? Alors, regarde, là, j'ai mis le calmar dans l'eau. Je vais mettre donc moi, ma pince déclencheuse accrochée au plomb. D'accord. Je vais la fixer à 8-10 mètres D'accord. de mon appât. Ouais, bien écarté, quoi. Que ça reste discret aussi. Oui, tout à fait. Donc, j'avance un petit peu. Hein. Voilà, on y est presque. D'accord, ouais, là je vois que ta ligature est sortie des anneaux. Voilà, hop. Bien. Maintenant, dans le porte-canne. Et on va venir fixer la pince D'accord. sur le bas de ligne. Et alors, plus je vais mettre le fluorocarbone à l'extérieur de la pince, plus ça va déclencher facilement. Plus je vais mettre le fluorocarbone en bas, et plus quand même Il y aura de résistance. Il y aura de résistance. Ok. Voilà. Allez, maintenant je mets le plomb dans l'eau. Alors j'utilise un plomb de 4,5 kg, un plomb discoïdal. Ces plombs existent jusqu'à 7 kg. Hein. Ouais. Bon, 4,5 kg pour les profondeurs qu'on va prospecter aujourd'hui, c'est bien. Ça va, on va dire qu'on pêche correctement jusqu'à 50-60 mètres. D'accord. Si je pêchais plus profond, j'utiliserai un plomb encore plus lourd, en l'occurrence un 7 kg. D'accord. Là, 4,5 kg, c'est pas mal. Parfait. Voilà. Allez, on va mettre le plomb dans l'eau. Allez. Hop, voilà. Alors, petite astuce, lorsque je cale mon appât, je fais toujours en sorte que le courant vienne de derrière mon bateau. Ce sera plus simple, la ligne sera plus tendue et il y aura moins de nœuds. D'accord. Alors, là, j'utilise un moulinet à tambour tournant, un moulinet casting. L'intérêt de ces moulinets-là, c'est qu'ils ont une grande puissance de traction, ils ont une grande capacité de tresse, et que lorsqu'on a un départ, on a juste à lever le levier, hop, on est en full strike. Voilà, là il y a du frein, hein, d'accord? Donc, je préfère pêcher avec des moulinets casting. Bon, il m'arrive de mettre une deuxième canne, une canne spinning. Et là, pour le coup, sur cette canne-là, toujours la canne du bas, c'est un moulinet casting que j'utilise avec une grosse contenance de tresse. Il m'arrivait des fois de toucher des thons à la traîne en recherchant la céréole. Et du coup, on est content d'avoir une bonne réserve de tresse pour pouvoir eh bien, se bagarrer avec un gros adversaire. Voilà. Donc là, maintenant, eh bien, on va faire descendre le montage. Effectivement, j'utilise un downrigger électrique avec un compteur digital. C'est pratique pour savoir à quelle distance tu descends ton appât. Bien sûr. Donc avec ce bouton-là, on descend. Avec le même bouton, on remonte. D'accord. Voilà. Bon, moi, lorsque je pêche le dentier, surtout le dentier, j'essaye de rester entre, je dirais, 1 mètre et 5 mètres au-dessus du fond. D'accord. Voilà. J'arrive à savoir à quelle profondeur je suis. Bien sûr grâce au compteur digital, mais surtout aussi grâce à mon sondeur, parce que tu verras tout à l'heure quand on traînera, eh bien on voit la ligne du downrigger sous le bateau, D'accord. ce qui fait qu'on peut passer vraiment au plus proche, du fond, ouais. Hein. On peut vraiment faire du rase-motte, et c'est en général ça marche très très bien. D'accord. Alors ça nécessite effectivement un bon sondeur, mais une bonne sonde, ça passe surtout par la sonde, et c'est important de traîner doucement. Alors avant de descendre l'appât, il faut que je te parle d'un truc. Pour aller très doucement, je vais installer sur le bateau, je vais accrocher une encre flottante. D'accord. Ce qu'on appelle une bouée parachute. Pour aller encore plus doucement. Parce que si je ne mets pas d'encre, je vais être à peu près avec le courant en face du bateau, je vais être à 1 nœud 5, 1 nœud 5, 1 nœud 7. D'accord. Et tu veux traîner à combien? Moi j'aimerais traîner entre 0,8 nœuds. J'aimerais traîner entre 0,8 nœuds et 1 nœud. Ouais, vraiment au ralenti, oui. ralenti. Tout à fait. Allez. Alors ben là tout simplement, on y va. Hop, on descend. Et là, tu sais que ça va s'arrêter à la bonne... Ouais. Tiens, de toute façon, tu as du temps, hein. Oui. Là on voit très bien le plomb au sondeur en train de descendre. Ouais, on le voit, hein. J'ai même pas besoin de regarder en fait le compteur digital. Je vois le plomb descendre ici. Ouais, c'est bon, Il y a là. un petit différé de 10 mètres. Ouais. Voilà. Et là tout de suite tu vois, je viens hop, mettre un petit coup de manivelle pour retendre ma ligne. Hein. Comme ça au moins, la moindre petite touche, on la verra.
Alors maintenant voilà, ça y est, on est en place, c'est parti, on peut attaquer la traîne lente, doucement. Alors normalement on devrait arriver à, voilà, vitesse au GPS, à peu près un nœud, le top serait qu'on ne dépasse pas un nœud 2. Voilà. C'est là où ton ancre flottante a vraiment une grande Exactement. utilité parce que même ton moteur juste embrayé, il irait trop vite hein, par rapport à ce que tu veux faire comme dérive. Tout à fait, exactement. Ah, Alors, tu vois ce que je t'expliquais tout à l'heure, Yannick, la ligne que tu vois là, Ouais. eh bien, c'est la ligne de mon downrigger. Ah, d'accord. On voit très bien donc les reliefs, et puis la ligne qui passe, voilà. Là, on sait que on traîne correctement proche du fond, là, je suis passé assez près, bon, voilà. Et là, maintenant, eh bien, on zoome sur le GPS, et on va essayer de suivre les mêmes lignes isobates pour être sûr d'être tout le temps à la bonne profondeur. Voilà, moi, je veux rester entre 2 mètres et 5 mètres au-dessus du fond. Je sais qu'en suivant cette ligne-là, ça va être le cas. D'accord. Voilà. Après, c'est quand même une technique qui demande beaucoup de précision. Hein, Tout à fait. et beaucoup de finesse de lecture, de cartographie. Exactement. Ça paraît un peu de l'extérieur quand tu l'as jamais pratiqué. On se dit, bon, mais tu descends un gros plomb, et ça paraît un peu brutal même, tu vois. C'est vrai. Alors que finalement, lorsqu'on t'entend parler, lorsque tu décortiques un petit peu tout le processus, c'est plein de finesse, de subtilité qui rendent vraiment la technique très très intéressante. Tout à fait. Alors, petite astuce également, moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est de traîner en bifaisceau. Alors, on voit très peu sur le faisceau en 200 kHz ma ligne downrigger, alors que sur le faisceau en 50, eh bien, on le voit très très bien. Tu vois la ligne droite là? Ouais, je vois Voilà, bien. bien c'est ça, c'est notre ligne. D'accord. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, parfois, il arrive que tu vois carrément l'écho se décoller, monter sur la ligne, et tu tournes Ah la ouais, tête c'est et tu as génial, la ça. touche en direct. Ça, c'est Ça, génial. c'est super. Tiens, regarde, là on voit un écho ici. Hop, parfois tu vois cet écho, hop, il remonte et il tape en direct. C'est assez rare, mais quand ça arrive, c'est toujours Ah, magique. c'est À génial. chaque fois j'essaie de le filmer, j'arrive jamais à le filmer. Le but c'est d'être le plus proche possible du fond. Et tu vois, regarde, je sais pas, juste au-dessus de cet écho là, n'est-ce pas? Voilà, le plomb ici, l'écho en dessous. Tu me disais, Fabien, qu'il était aussi possible de caler les appâts à différentes hauteurs d'eau en fonction des carnassiers que tu recherches. Tout à fait. Alors lorsque par exemple tu vois je recherche de la céréole, et bien là je vais rechercher, effectivement je vais caler mon vif bien au-dessus du fond. À la différence du dentier, le dentier je vais essayer de le chercher vraiment en bas. La céréole, on sait que lorsqu'elle est active, lorsqu'elle chasse, elle peut chasser bien, du fond jusqu'à la surface, mais en règle générale elles sont en milieu d'eau. En milieu d'eau, voire carrément à quelques mètres seulement sous la surface. D'accord. Alors, je sais à quelle profondeur on va dire me caler en fonction des échos que j'ai sur mon sondeur. Très souvent, quand je passe sur la zone, je les vois déjà présentes. Oui, d'accord. Donc tu t'adaptes rapidement à ça. Effectivement, si je vois des échos, des gros arcs à, admettons que je sois sur 45 mètres et que je vois des gros arcs à 15, 20, 25 mètres, je vais me mettre directement à 25 mètres. Ok. Après, je te montrerai une petite astuce qui permet de pêcher deux profondeurs d'eau, deux couches d'eau différentes. D'accord. Une au fond et une en milieu d'eau. Et là maintenant, Fabien, il ne nous reste plus qu'à attendre. Hein. Voilà, maintenant, c'est comme on dit, c'est un jeu de patience, hein, la pêche. Et tu as capturé des poissons récemment, tu m'as dit, Ouais, sur il y a ces spots? une dizaine de jours à peu près d'antilles et cérioles. Voilà, moi j'aime bien pêcher ici en ce moment parce que c'est effectivement ici que j'ai eu pas mal de résultats dernièrement. Notamment un joli dentier là. Ouais, quelle taille à peu près? Je dirais entre 4 et 5 kilos. Ah, c'est un beau poisson déjà. Voilà, ouais, un beau poisson qui est reparti en pleine forme. On l'a placé dans le vivier de décompression. On l'a pris pas très profond, ce qui fait qu'il a passé que 2 minutes dans le vivier, il est reparti en pleine forme. D'accord. Voilà, c'était. Il t'a livré un beau combat? Ouais, il a livré un joli. C'est chouette ça. Un joli compas, ouais, c'est vraiment super. Le sparidé donne des coups de tête vraiment, vraiment sympas. Ouais. C'est toujours, de toute façon, c'est des sparidés qui sont magnifiques. Hein. Des Puis à cette saison, ils sont très colorés aussi. Oui, alors ce qui est marrant avec les dentistes, c'est qu'ils n'ont pas tous la même robe. Ça varie beaucoup d'un spécimen à l'autre. On va trouver des poissons qui vont tirer plus vers le bleu, violet, ou d'autres qui vont tirer plus vers le pagre, dans les coloris roses, blanc, rose, c'est très joli. Là, le dernier qu'on a attrapé,
Il était magnifique, avec des couleurs roses, violettes. Superbe. Magnifique poisson. Moi, ce qui m'étonnera toujours chez ce poisson, c'est sa dentition. Ah ouais, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le dentier. Ouais. Le denté. Tout à fait. Ces deux canines là, c'est impressionnant. C'est vraiment un très très beau poisson. Et après, 2 minutes dans ton bassin. Voilà, dans le vivier, j'allais dire un bassin, tu vois. Ouais, dans le bassin, il y en a assez. Voilà, exactement. 2 minutes, 3 minutes, et puis il ravale, tu sais, la vessie. Ouais, bien sûr. Et c'est le système que j'ai trouvé le plus pratique pour pouvoir les relâcher dans des bonnes conditions. Mais pour l'instant, aucun dentier n'est jamais remonté à la surface. Et ces cérioles, elles étaient belles aussi? Et les cérioles, ouais, les cérioles elles étaient jolies, des cérioles d'une bonne dizaine de kilos. Ouais, jolies. Alors elles, c'est génial parce que tu sais, tu n'as même pas besoin de les réoxygéner ou quoi que ce soit. C'est limite, tu pourrais la prendre et puis la jeter la tête la première dans l'eau. Elles repartent comme des bombes. C'est vraiment, un de mes poissons préférés, la cériole. J'encourage les gens à ne prélever que ce qu'ils ont besoin pour consommer. Bien sûr. Un dentier, c'est raisonnable. Après, on peut se permettre de relâcher les autres poissons. On pêche pour le plaisir, de toute façon. Et puis voilà, on espère en croiser d'autres. Moi, je les relâche tout simplement pour, j'ai envie de dire par altruisme, pour faire plaisir aussi aux autres pêcheurs, pour qu'il y ait du poisson pour tout le monde. Et puis c'est toujours joli de voir un poisson repartir. Voilà, tout à fait. De toute façon, c'est aussi une pratique que l'on encourage avec toute la rédaction de l'équipe Côté Pêche. Tout à fait. On préconise toujours de profiter quand même de ce que nous offre la nature et de ne pas se priver d'un bon repas en famille, entre amis. Exactement. Et de consommer le produit de notre pêche parce que c'est important. Mais d'être très raisonnable et de penser à la suite parce que on n'est pas les derniers à aller pêcher. Non. Et lorsqu'on ne sera plus là, il y en aura d'autres derrière nous et on espère que tous attraperont des poissons et qui prendront autant de plaisir à passer des moments au bord de l'eau. Donc moi j'aimerais que tu me parles encore du combat de ces cérioles parce que tu sais que j'en ai jamais attrapé. C'est pas vrai. Là je te jure, j'en ai attrapé des toutes petites là, mais des poissons de 10-15 kilos, ça me passe encore sous le nez cette histoire. D'accord, bah écoute, il faut savoir que c'est des poissons fantastiques, c'est un de mes poissons préférés. Et comme je te le disais, là actuellement c'est pas la meilleure période pour les capturer, pour les rechercher. La meilleure période, c'est au printemps d'ailleurs. Vous avez fait une vidéo à ce sujet avec, il me semble, Yann et son frangin. Tout à fait. Voilà, oui, parce qu'en plus d'être guide de pêche, c'est un fervent lecteur de la revue Côté Pêche, un fervent des reportages que nous réalisons depuis maintenant 12 ans. C'est vrai. C'est bien. De temps en temps, ça fait toujours plaisir. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je regarde l'émission et c'est très intéressant et j'avais vraiment apprécié ce reportage avec Yann Dulière et son frangin. Et c'était d'ailleurs très représentatif de ce qui se passe au printemps. Au printemps, tu peux sortir et faire jusqu'à 4-5 cérioles par jour. Ah, ça c'est fabuleux quand même. Déjà arrivé, effectivement. Ouais. Bah là, écoute, c'est super. Alors elles sont comme des folles. Elles sautent aussi bien sur les macros que sur les calamars. Waouh. Ouais, il y a des. Alors pareil, on les recherche sur le même genre de spots, c'est-à-dire des spots de préférence rocheux. Soit des têtes de roche, soit des tombants. Et puis voilà. Moi je suis sûr que ça va claquer, c'est pas possible. Regarde ici, c'est beau comme ça pêche bien ça. Ici. On fait du poisson là. Bon, je vais te montrer une petite astuce pour on va dire augmenter les chances de capture. Alors on va mettre une deuxième ligne. D'accord. On va accrocher une deuxième ligne. Alors je vais déjà caler la première. C'est l'astuce dont tu me parlais tout à l'heure pour pouvoir pêcher à 2 niveaux différents. Exactement, on va essayer de prospecter et au fond et au milieu d'eau. On va optimiser. Écoute là on a des appâts, on a des beaux appâts. Alors autant en profiter, ouais, tout à fait. Exactement, on va en profiter, ouais. Voilà. Alors. Donc là tu vas caler ton premier vif. Oui. Là, je cale mon premier, effectivement. Comme je t'ai montré tout à l'heure, la pince sur le bas de ligne, assez bas. D'accord. Voilà. On met ça dans l'eau. Et maintenant, je vais prendre un petit accessoire. Vas-y. Donc, regarde, tu vois, c'est ça dont je te parlais. D'accord. Qui se fixe du coup sur le downrigger. Ah oui, d'accord. En fait,
tu as un clapet, tu coinces la tresse là. Ouais. Et tu as une seconde pince de ce côté. Exactement. Ah ouais, c'est super. Nickel. Passe-moi l'autre canne, s'il te plaît, Yannick. Tiens, elle est là. Hop. Super, je te remercie. Ok. Et je te donne le calamar. Ouais, s'il te plaît. Attends, hein, hop. Impeccable. Je le mets à l'eau. Allez, nickel. Allez, pépère. Bon, très bien. Alors, maintenant. Voilà. On va le laisser partir celui-là. Alors là tu vois, on a 2 mètres, il a calculé 2 mètres de fond, donc je descends encore un petit peu. D'accord. 4, 5, 6, 8. Là je prends ma pince. Je vais tout simplement caler ma ligne dedans, tu vois. D'accord. Voilà. Ok. Je ferme la pince, je vérifie que la tension est correcte. Ça va, c'est correct. Alors, je mets un petit peu de gaz pour que la ligne soit tendue. Voilà. Tout simplement, maintenant, je vais venir fixer cette pince sur le downrigger. Alors, ça demande un peu d'entraînement. Hein. Au début, c'est pas évident à caler tout seul. Ouais, je vois bien. Mais avec un petit peu d'entraînement, ça vient assez rapidement quand même. Allez, maintenant, on met la pince sur le downrigger. Et voilà, le tour est joué. Et il n'y a plus qu'à faire descendre. Allez, on va faire descendre tout ça. Voilà, les lignes sont bien droites, c'est parfait. Allez, en avant. Extra. Ouais, du coup, en fait, ça t'amène les deux à la profondeur désirée. Ouais, c'est super. Ouais. On va tendre tout ça. Ferme le pick-up, Yannick. Tu laisses. Ouais, allez. Je te retale la ligne. Un peu la ligne, s'il te plaît, ouais. Voilà. Voilà. Un petit peu plus peut-être. Un peu plus, oui. Voilà, là ça devrait être pas mal. Et allez, il n'y a plus qu'à. C'est parti. Allez. Benti, nous voilà. Alors regarde le sondeur, regarde, viens voir. Donc là on voit le downrigger, hein, la première pince en bas et la deuxième pince au-dessus. On a un vif à 60 mètres, un à 55. Ce qui va nous permettre de toucher du poisson, aussi bien du poisson benthique que du poisson pélagique. Ouais, superbe. Là une pélamide qui passe, une céréole, n'importe, elle verra automatiquement les deux calamars. Ouais, là tu optimises bien ta pêche, quoi. Effectivement, ouais. Alors là c'est une zone où j'ai déjà fait des pagres. Des dentilles et des pagres, tu vois les dentilles juste là et les pagres là. J'ai vu les points. Alors c'est pour ça que je passe là parce qu'en général c'est soit les dentilles soit les pagres. Hop, hop. Ouh, jolie touche là. Faut que ça déclenche. Tant que ça déclenche pas, tu... Ah, t'as vu? Ouais, ça y va. Hein. Oui, allez. Ça, je pense que c'est les tanutes qui sont en train de grignoter notre appât. Ouais, mais alors, tu as vu, elles y sont dessus. Hein. Voilà, elles sont dessus, elles sont en train de dévorer, on voit bien la canne taper. Bon, c'est le problème quand on pêche au calamar, c'est que tous les poissons peuvent attaquer les appâts, pas seulement que les dentilles ou les cérioles, mais également les petits poissons. C'est un appât qui est vraiment... Là, je pense que c'est un petit poisson qui est en train de nous esquinter. Ouais. Obligé de remonter. Ouais, je comprends. Ma ligne, c'est pas ce que je recherche, c'est tanude. Donc, on tend la ligne et on balance un coup de ferrage au cas où, quand on sent la touche. Hop. Et là, en fait, tu regardes s'il n'y a pas quelque chose qui a suivi. Ouais, exactement. Ah, tu vois, ça tape encore, par exemple, là. Ouais. Bon, on remonte. À mon avis, on s'est fait dévorer. On va vérifier ça de suite. Bon, voilà. Les tanudes, elles polluent un petit peu la pêche. Là, tu peux remonter ça là aussi. Ouais. Ouais, regarde. Ah oui. Hein. On s'est fait
Ouais, non, serre ton frein. Voilà, on s'est fait dévorer. Donc ça c'est typique la tanude. Ah ouais. Voilà. C'était pas très... Allez, je remonte le downringer. Ouais, tu peux remonter. Bon Fabien, cette sériole m'échappe encore. Tu nous avais prévenu quand même. Hein. Tu nous avais dit, vous venez, mais les conditions ne sont pas simples. Hein. Il y a eu un petit coup de vent qui a éclairci l'eau, refroidi l'eau. Hier soir, c'était le même discours. Il nous avait dit, on capture moins de calamars en ce moment à cause de ce fameux coup de vent. Enfin, c'est pas grave de toute façon parce que moi j'ai passé un super moment. J'ai apprécié plusieurs choses. D'abord ta pédagogie. Et puis ensuite aussi ta passion pour la pêche et pour ton métier, que je partage évidemment. Et ça me donnera peut-être l'occasion de pouvoir revenir au printemps pour que tu me fasses capturer une sériole. J'espère. Alors vous l'avez compris, c'est déjà la fin de votre magazine. On se retrouve évidemment dans 3 mois pour un nouveau numéro. D'ici là, n'oubliez pas le site internet, le forum. Vos commentaires sont toujours les bienvenus bien entendu. L'application digitale et la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, c'est important si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe. Moi je vous dis au revoir et à bientôt.